Le guide de l'auto. Hugues, la dernière Dodge Charger que j'ai conduite portait le nom de Daytona, mais c'est un véhicule totalement différent de ce qu'on a vu dans le passé avec Daytona. Mm-hmm. C'est un véhicule électrique qui n'a pas été très, très populaire, mais je suis sûr que aujourd'hui, tu vas nous parler de la Charger avec quelque chose qui va peut-être être un petit peu plus de gaz. Ouais, on va revenir un peu aux origines du modèle. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce que la Dodge Charger ? Une concurrente de la Mustang ou de la Thunderbird ? Une auto sportive ou une auto luxueuse ? Les dirigeants de Dodge l'ont voulu un peu des deux et c'est peut-être pour cela qu'elle a connu quelques difficultés à trouver sa place sur le marché à l'époque. Donc, parle-nous donc des raisons qui ont mené à Dodge à développer cette Charger-là. Lorsque Plymouth présente la Barracuda le 1er avril 1964, les concessionnaires Dodge n'ont rien d'équivalent à offrir et exigent leur propre version. Leur pression s'intensifie quand, le 17 avril suivant, Ford lance la Mustang. Mais ni le PDG de Chrysler, Lynn Townsend, ni le directeur général de la division Dodge, Byron Nichols, ne voient autre chose dans ces deux modèles que des véhicules de niche et considèrent que cette niche sera rapidement comblée. Pas question d'y ajouter une version Dodge. Mais devant le succès de la Mustang, Townsend et Nichols cèdent et décident à l'été 64 de lancer une riposte, non pas sur la châssis A compact des Valiant Barracuda, mais plutôt sur le châssis B intermédiaire des Coronet. Ce que Nichols envisage, c'est une concurrente à la Thunderbird. Il aurait déclaré à l'époque « Donnez-nous une voiture à mi-chemin entre la Barracuda et la T-Bird et nous aurons un gros morceau du marché pour nous tout seuls. » Encore faut-il savoir à quoi cette auto va ressembler. Ben là, justement, on a fait un design spécifique à ce véhicule-là. Alors, courant 1963, la marque prépare ses nouvelles intermédiaires pour le millésime 66, qui doivent être présentées à l'automne 1965. À l'été, le designer Carl Cameron travaille sur une variante bicorps fastback qu'il nomme Monte Carlo. Ce type de carrosserie, tombé en désuétude au début des années 50, est en train de connaître alors un regain d'intérêt. Studebaker vient de lancer l'Aventry, Chevrolet la Corvette, Ford la Galaxy 500 Fastback et Mercury la Marauder. Ces deux dernières ne sont pas de vrais fastback, mais en portent le nom. D'autres marques en préparent aussi, Ford Mustang pour 1965 et Oldsmobile Toronado pour 1966. L'idée de Cameron est d'utiliser un maximum de pièces existantes tout en rendant le modèle suffisamment exclusif. Le dessin de la descente de toit, de la vitre arrière et des vitres latérales demandera beaucoup de travail, les ingénieurs en carrosserie s'immisçant dans le processus afin de s'assurer que l'ensemble puisse être produit en série. La forme des feux connaîtra également de nombreuses itérations, les ingénieurs n'étant initialement pas chauds pour installer des phares rotatifs à l'avant. Ils mettront plusieurs redondances manuelles pour ne pas manquer d'éclairage la nuit. La direction sera finalement séduite par ce long bloc monolithique à l'avant. Wow. L'ouvrage est bien avancé fin 1963, mais il reste encore beaucoup de détails à régler. Et donc, à l'été 1964, sous la pression des concessionnaires, le projet Monte Carlo passe de sous-série de la Coronet à modèle à part entière et prend le nom de Charger, déjà utilisé pour un concept exposé durant la saison 1964, afin de révéler le moteur 426 MI basé sur une Polara. En février 65, le concept Charger 2 est présenté aux visiteurs du salon de l'auto de Chicago. Les lignes sont exagérées à l'arrière, mais il offre malgré tout un assez bon avant-goût du futur véhicule de production, également à l'intérieur. Dodge explique qu'il ne s'agit que d'un concept et que si la réaction du public est positive, il sera fabriqué en série. En réalité, le style de la Charger est alors déjà figé et la commercialisation est prévue pour janvier 1966. On regarde le design de la voiture du devant avec l'espèce de look rasoir électrique. Là, ça c'est vraiment. Ouais. Il y a beaucoup de constructeurs qui se sont inspirés de ça par la suite. Par la suite, absolument. Présente-moi donc la gamme là, de Charger 1966. Alors pour $3,122 US ou $3,785 canadiens, l'acheteur d'une Charger bénéficie d'un V8 de 318 pouces cubes, 5,2 litres, développant 230 chevaux, d'une planche de bord exclusive à éclairage électroluminescent avec une instrumentation complète, de 4 sièges baquets, rabattables à l'arrière, séparés par une longue console centrale comprenant le levier de vitesse. Par rapport aux $2,264 US d'une Coronet de base 6 cylindres, la Charger est plutôt une bonne affaire, d'autant qu'elle offre une belle finition intérieure. En option, le client peut ajouter une horloge, la climatisation, la direction et les freins assistés, un différentiel à glissement limité, une suspension renforcée, un ensemble de remorquage, la radio, les vitres électriques et
des ceintures de sécurité, parce que oui, nous sommes en 1966. Oui. Côté train roulant, 3 moteurs sont disponibles contre supplément, un 361 pouces cubes de 265 chevaux, un 383 pouces cubes de 325 chevaux, et le nouveau 426 pouces cubes Street EMI de 425 chevaux. Sur le papier, il faut le rappeler, dans la réalité, ça en fait beaucoup plus. Oui. 2 transmissions optionnelles sont proposées, une manuelle à 4 rapports, sauf sur le 318, et une automatique Torque Flight à 3 rapports. Bref, de quoi faire un cruiser luxueux ou une bête de drag strip. Si la Charger n'a pas de haillons, elle s'avère cependant très pratique. En plus du coffre, il y a un volume de chargement derrière les sièges arrière. Une fois la paroi de séparation baissée, comme sur la Barracuda, on peut placer des objets allant jusqu'à 7 pieds et demi. Un aspect très apprécié par le guide de l'auto dans sa toute première édition de 1967. Le modèle essayé, une Charger 383 automatique avec frein à disque et suspension renforcée, se démarque aussi par son comportement routier et sa stabilité à haute vitesse. À la fin de l'année modèle, Dodge a produit 37 344 exemplaires, un résultat que la marque trouve encourageant du fait d'une commercialisation tardive. Mais pour comparaison, Ford fabrique en 1966 607 568 Mustang et 69 176 Thunderbird. Très cher, le moteur EMI ne connaîtra qu'une diffusion extrêmement limitée. Et puis, ce moteur-là, celui que tu as mentionné tantôt, il n'avait pas toute la puissance, ou il y avait beaucoup plus de puissance. Dans la réalité. Dans la réalité. Hein, 425 chevaux, c'était sur le papier. 400, c'est ça, hein, ouais. Ça, c'est intéressant. Le modèle, en 1967, là, on évolue, mais pas tant que ça. Là. Oui, tout à fait. Alors, à l'extérieur, un rappel de clignotant est greffé sur le haut des ailes, alors qu'un toit en vinyle sera offert en cours d'année. À l'intérieur, le dessin des sièges et de la console centrale est revu. De nouvelles couleurs sont proposées. Côté moteur, les changements sont plus conséquents. Le 318 pouces cubes est révisé mais développe toujours 230 chevaux. Le 361 pouces cubes est remplacé par un 383 de 270 chevaux, tandis qu'un 440 pouces cubes de 7,2 litres, développant 375 chevaux, est ajouté. Des freins à disque peuvent être commandés en option. Mais le millésime se termine par de mauvais chiffres. Seulement 15 788 exemplaires fabriqués. Peut-être que la concurrence interne de la nouvelle Coronet RT ou de la Barracuda redessinée y est pour quelque chose. Peut-être aussi que les lancements des Chevrolet Camaro, Pontiac Firebird et Mercury Cougar ont eu un effet. Qu'importe, la nouvelle Charger 1968 est prête. Mais là, c'était compliqué, là. Rendu pour ce modèle-là, on est beaucoup plus compliqué que le modèle précédent. Oui, alors les premiers croquis du modèle 68 ont été réalisés avant même que le modèle 66 ne soit commercialisé. L'histoire se joue entre 4 hommes. Le designer Richard Sias, parti de chez GM pour entrer chez Chrysler en 1963, William Brownlee, le responsable du design de Dodge, Elwood Angel, le vice-président du design de Chrysler, et Burton Baukamp, responsable de la planification produit de Dodge. Alors, Sias dessine plusieurs croquis début 65, inspirés de l'aéronautique. Il est transféré au studio chargé des châssis B pour les concrétiser. Là, il travaille avec plusieurs designers et modeleurs et réalise une maquette en argile. Brownlee la déteste et demande qu'elle soit détruite. Mais son patron, Angel, directeur de tout le design de Chrysler, lui, l'adore. Il apprécie le croisement des volumes des 2 ailes sur les portes, une caractéristique que les designers vont appeler double diamant. Brownlee plie et le projet va de l'avant. Le traitement de l'arrière est une autre source de conflit. Baukamp ne veut plus entendre parler d'un fastback, plus compliqué et plus cher à industrialiser selon lui. Brownlee continue à favoriser ce style. Un compromis est finalement trouvé avec des piliers C étirés entourant une vitre arrière conventionnelle, à la manière des Pontiac Tempest coupé et GTO de 1966-67. Le projet est validé par la direction de Chrysler à la fin de l'été 65. Ben oui, on le voit là justement, ça pourrait être un véhicule très ordinaire avec la lunette arrière, mais là ça a été rallongé. Ça a été étiré pour créer cette impression. Pour retenir la neige au Québec. On regarde ça, c'est assez. Déneiger, ça devait de la job. Ouais. Quand est-ce qu'on a présenté la deuxième génération de la Charger? La seconde génération de Charger est présentée à la presse en juin 67. Elle repose encore sur le châssis des Coronet, également restylé pour 1968. Si elle perd en fonctionnalité, la Charger est cependant moins chère qu'en 1970, $3 014 US ou $3 895 canadiens. 5 moteurs sont disponibles, le 318 pouces cubes de base, 230 chevaux, puis le 383 en 290 ou 330 chevaux, le 440 Magnum, 375 chevaux, et le 426 EMI, toujours à 425 chevaux.
En cours d'année, un 6-cylindres 225 pouces cubes de 145 chevaux sera ajouté. La boîte manuelle à 3 rapports pour les blocs d'entrée de gamme ainsi que la manuelle à 4 rapports et automatique à 3 rapports sont toujours au programme. Une nouvelle version est greffée à la gamme, la RT pour Road Track, ne pas confondre avec le magazine Road & Track. Elle vient de série avec le 440 Magnum, la boîte automatique, l'échappement double, les freins à tambour renforcés, une suspension sport et des bandes décoratives. Et il est toujours possible de puiser dans une longue liste d'options. Dans son édition 1966, le guide de l'auto essaye une Charger 383 pouces cubes, 330 chevaux automatique avec frein à disque, autobloquant et suspension renforcée. L'auto est appréciée pour sa tenue de route, son confort et son habitabilité, mais perd des points au niveau du freinage, de l'insonorisation et du cendrier mal placé. Bah oui, on est en 68 et ça fumait pas mal dans les voitures. L'essai se conclut sur ces mots. Après 500 000, nous en sommes venus à la conclusion que cette voiture était beaucoup plus qu'une rivale de la Thunderbird, que des Mustang et Firebird. On y revient. Là encore, la Charger se cherche, mais les acheteurs sont séduits, notamment par les lignes exceptionnelles, et la production est multipliée par 6 par rapport à 1967, avec 78 526 exemplaires. Et non, cela n'a rien à voir avec son apparition dans le film Bullitt, parce que le film est sorti en octobre 1968, soit après le début du millésime 69. Ouais. Wow, l'appellation RT, ça a duré dans le temps. Hein, tout oui. Ça, là, on l'a revu à plusieurs reprises, évidemment, on le voit encore aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de nouveautés pour le millésime 1969. Oh que oui. Et les deux plus grosses proviennent du monde de la course. Alors, si les modèles 66-67 ont connu des succès modérés en NASCAR, le modèle 68 s'est révélé moins performant. La faute en est à une aérodynamique peu adaptée aux grandes vitesses. La calandre renfoncée et l'arrière, qui n'est pas un vrai fastback, crée des turbulences. Ah, voilà. Pour remédier à cela, Dodge puise dans sa banque d'organes et installe une calandre de coronette affleurante à l'avant. À l'arrière, la tôlerie est modifiée et la vitre suit maintenant le profil du pilier C, impliquant un couvert de capot plus court. Le modèle est nommé Charger 500 et vient soit avec le 440 Magnum, soit avec le 426 Semi. Pour être homologué en NASCAR, il doit être produit à 500 exemplaires. Dodge parviendra à s'en sortir et n'en fabriquera que 392 chez un spécialiste de petite série. Présentée en février 69, la 500 se montre plus rapide et plus stable, mais pas encore à la hauteur des Ford Torino Talladega et Mercury Cyclone Spoiler 2. Heureusement, Dodge a une arme secrète. Dès la fin 68, la marque travaille sur une version spéciale ultra aérodynamique à partir de la Charger 500. Durant 14 semaines, des maquettes à l'échelle 3/8 sont testées dans la soufflerie de l'université de Wichita, dans le Kansas. Ces essais aboutissent à un nouveau museau pointu de 45 cm de long, avec des flecteurs intégrés et un aileron de 58 cm de haut. Le fait qu'il n'interfère pas à l'ouverture du coffre est un bonus, mais à ce stade de développement, Dodge n'en avait absolument rien à faire. L'aileron est ajustable sur 12 degrés d'inclinaison. Les écopes installées sur les ailes avant ont été présentées comme permettant d'augmenter la course des roues. En fait, elles servent à évacuer la surpression qui peut s'accumuler dans les arches de roues. L'auto est prête pour septembre 69 et prend le nom de Charger Daytona. Les Daytona vont s'avérer très rapides et très stables en course, mais en arrivant tard dans la saison, elles ne pourront pas stopper l'hégémonie de Ford, qui remportera le titre. Afin d'être homologuées, les Daytona seront produites chez Creative Industries à 501, 503 ou 505 exemplaires selon les sources. Elle pouvait soit recevoir le 440 Magnum, soit le 426 Semi. Ces autos sont aujourd'hui mythiques, mais à l'époque, Dodge a eu toutes les difficultés du monde à les écouler. Jugées trop chères et pas vraiment belles, certaines mettront des années à quitter le stationnement du concessionnaire. Ce qui n'est pas le cas des autres modèles 1969. Dodge parvient à en produire 89 199 exemplaires, à peine moins que l'année précédente. Alors, les évolutions sont relativement limitées. Il y a une séparation centrale qui est ajoutée sur la calandre, alors que les demi-bandeaux remplacent les optiques rondes à l'arrière de la carrosserie. Les réflecteurs latéraux deviennent rectangulaires. Des couleurs high impact et de nouvelles options sont disponibles. Toit ouvrant, réglage de siège manuel selon 6 directions, porte-bagages de coffre, etc. Dodge propose aussi un ensemble Special Edition, ou SE, qui comprend le Velo Sport en faux bois, siège avant en cuir et vinyle, tableau de bord en simili-bois et éclairage de courtoisie. Il peut être installé sur les Charger et Charger RT. L'offre des moteurs n'évolue pas. Quand on voyait la Daytona tantôt, c'est quand tu l'expliques comme ça, on voit que la Charger, c'était une catastrophe d'aérodynamique. Et puis le nez a pratiquement juste été
mis à devant. Mais c'était littéralement ça. Mais pour Ouais. arriver à ce dessin-là, comme tu as pu le voir, il y a eu beaucoup de tests en soufflerie. Ah ouais, c'est épouvantable. Mais puis en plus, un char qui se vendait pas au début, puis maintenant, en trouver un, en voir un, c'est Une épave, ça vaut $1 million. un safari. Là. C'est quoi les changements pour la millésime 1970? Alors pour 70, la calandre avant adopte un pare-choc périphérique et une double bande de chrome sur toute la longueur. Les feux arrière sont installés dans un pourtour chromé unique. Les modèles RT reçoivent une écope d'air inversée sur les portes. Une nouvelle version 500 est ajoutée à la gamme. Elle n'a rien à voir avec la 500 destinée à l'homologation NASCAR de 1969. Il s'agit en fait d'une variante mieux équipée de la Charger de base, située sous la RT. Côté mécanique, le moteur émis reçoit des poussoirs hydrauliques, les taux de compression sont abaissés et la boîte manuelle bénéficiait d'un levier Hurst Pistol Grip. La nouveauté la plus significative est l'apparition d'une version six-pack du 440 dotée de 3 carburateurs double corps Olé développant 390 chevaux. La Daytona n'est pas reconduite car Plymouth a promis à Richard Petty d'avoir sa propre Win Car pour la saison 1970 pour le faire revenir de chez Ford et ce sera la Plymouth Roadrunner Superbird. Le vent commence tranquillement à tourner sur le marché. La pression gouvernementale se fait plus forte, le prix des assurances augmente. Pour 1970, la Charger voit sa production baisser de près de 45%. Le lancement de la nouvelle Dodge Challenger, qui vient enfin concurrencer la Mustang, n'a pas dû aider son cas. Avec 288 712 exemplaires produits, dont 1537 équipés du 426 Semi, les deux premières générations de Charger sont une goutte d'eau dans un océan de Mustang. Malgré tout, la carrière de la Charger continuera encore longtemps. Elle sera restylée pour le millésime 71, puis en 1975 quand elle deviendra la cousine de la Chrysler Cordoba, pour enfin devenir une traction avant basée sur la Dodge Omni de 1982 à 1987, et il y aura eu même des Charger Shelby, si vous vous souvenez. Progressivement, la Charger obtiendra un statut de véhicule culte. Hollywood n'y est certainement pas pour rien. Wow, merci pour cette chronique. J'ai appris des affaires à propos de la Charger. Tant mieux. Merci.